Lorsque l'homme que l'on appelait André le Géant s'est éteint, seul dans une chambre d'hôtel parisienne en janvier 1993, ce fut bien plus qu'un simple décès de célébrité qui fit la une des journaux. Le monde entier s'est arrêté pour pleurer la chute de ce colosse, saluant son incroyable carrière de catcheur et son statut d'icône populaire. Mais, à travers les titres évoquant l'insuffisance cardiaque comme cause officielle, derrière les hommages émus et les souvenirs plus ou moins embellis, se cachait une réalité bien plus complexe, troublante et douloureuse. L'histoire d'André-René Roussimoff, l'homme derrière la légende du catch international, n'est pas simplement celle d'un sportif hors norme. C'est avant tout la chronique d'une existence marquée par la solitude, la souffrance physique intense, les regrets silencieux et la difficulté à trouver sa place dans un monde incapable de comprendre ce que signifiait réellement vivre dans un corps hors du commun. Cette vidéo va vous plonger dans la face cachée de la célébrité d'André le Géant. Nous explorerons les aspects méconnus de sa vie, son enfance atypique en France, le diagnostic tardif d'une maladie rare, la façon dont son gigantisme fut autant une bénédiction qu'une malédiction. Vous découvrirez aussi comment, au sommet de sa gloire, la douleur devint son unique compagne et comment l'homme derrière le mythe fut souvent sacrifié au profit du spectacle. Avant que les projecteurs d'Hollywood ne l'accueillent ou que les arénas du monde entier ne scandent son nom, André était déjà condamné à mener une existence à part, faite d'agonie physique, d'adaptation permanente et d'un isolement grandissant. La dernière décennie de sa vie, largement dominée par la maladie, la dégradation de son corps et une profonde solitude, révèle un destin bien plus sombre que ne le laissent supposer les images glorieuses du passé. Suivez-nous dans cette immersion au cœur de la vie d'André le Géant, de sa naissance hors norme dans la campagne française jusqu'à ses derniers instants, loin des applaudissements et du faste qui avait bâti son légendaire statut. Nous allons retracer la lente descente physique, émotionnelle et personnelle de l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle. Peut-être qu'à l'issue de ce voyage, vous porterez un regard neuf et plus intime sur cet homme dont l'héritage dépasse le simple mythe. L'ascension du géant, le catch, la gloire et la douleur cachée. Lorsqu'André débarque dans la capitale, Paris l'accueille comme elle le fait avec tant, entre indifférence et curiosité. Mais dans les années 1960, une nouvelle scène attire l'attention du public, le catch. Les promoteurs parisiens ne voient pas seulement un jeune homme hors norme venant de la campagne. Ils voient un potentiel spectacle, une anomalie fascinante que le public ne pourra qu'admirer, craindre ou applaudir. Pour André, cette rencontre marque le début de tout. Derrière la vitrine du catch, il perçoit une porte de sortie, une possibilité d'exister autrement, de sublimer sa différence, d'en faire enfin une force. Dans les gymnases puis sur les plateaux télé, André apprend les ficelles du métier. Il s'entraîne avec acharnement, développe une agilité insoupçonnée pour une personne de sa corpulence, et séduit rapidement les spectateurs par sa prestance singulière. On lui confie des combats, puis des titres. En 1966, il fait ses débuts à la télévision française et trouve sa place au sein des fédérations locales. 2 ans plus tard, son talent est couronné par un premier championnat majeur. Le Japon, puis le Canada, s'ouvrent à lui, l'Amérique du Nord devient bientôt le théâtre de sa consécration. Mais si le monde du catch lui offre une forme de refuge et de reconnaissance, il impose aussi sa propre forme de cruauté. Les spectacles sont incessants, les voyages épuisants, l'anonymat impossible. Dès 1971, c'est aux États-Unis que le destin d'André bascule véritablement. Vince McMahon, le magnate visionnaire du catch américain, flaire l'opportunité et décide de façonner un personnage qui dépassera tous les autres. Il rebaptise André The Giant, le charge d'une identité taillée sur mesure, il ne doit plus se contenter d'être un homme exceptionnel, il devient une montagne vivante, une figure quasi mythologique. Dans les coulisses, cette construction d'image est soigneusement orchestrée. McMahon lui interdit les mouvements acrobatiques trop rapides, les drop-kicks spectaculaires. Ce n'est pas le talent qu'il faut vendre au public, mais l'imposante invincibilité. La stratégie fonctionne à la perfection, chaque apparition d'André attire des foules records, et dans chaque ville américaine, il devient un événement unique, réservé à de rares occasions pour nourrir le mythe. Les promoteurs organisent ces tournées avec parcimonie, ne laissant voir le géant que quelques fois par an dans chaque cité. Le résultat est immédiat, là où il passe, les billets s'arrachent, les arènes affichent complet, la légende enfle de semaine en semaine. Au sommet de sa gloire, dans les années 1970 puis au début des années 1980, André est partout. Il lutte au Canada, au Japon, en Australie, au Mexique et bien sûr dans tous les États-Unis. On ne le présente plus comme un simple catcheur. Il est l'attraction principale, le moteur du spectacle. Le livre Guinness des records le sacre comme l'athlète le mieux payé du monde dans sa discipline, avec des revenus qui dépassent, pour l'époque,
tout ce qu'on put imaginer dans le milieu du catch. Mais cette formidable expansion s'accompagne d'un rythme de vie inhumain. André voyage constamment, parfois plus de 300 jours par an, toujours sur la route, dans des avions inconfortables, dormant à peine, se réveillant dans des lits trop petits ou effondrés sous son poids. Les vols commerciaux sont un calvaire, il n'entre pas dans les toilettes, doit parfois utiliser des solutions de fortune dans des coins cachés des avions. Dans les hôtels, la plupart des lits s'écroulent, l'obligeant à dormir au sol ou sur plusieurs matelas alignés. Partout où il va, le monde est trop petit pour lui, tout est source de frustration et de douleurs sourdes. C'est dans cette période exaltée que la maladie d'André, l'acromégalie, commence à se rappeler à lui. Les signes s'aggravent, douleurs articulaires constantes, colonne vertébrale qui se désagrège, genoux qui lâchent, dos qui se raidit à chaque levée. Les matchs, faits de projections et de chutes répétées, accélèrent encore la dégradation du corps. Mais André ne montre rien au public. Il sourit, il joue le géant gentil, il incarne le spectacle. Il ne parle jamais de sa souffrance. Mieux, il fait même tout pour l'effacer de la mémoire collective, refusant tout traitement ou pause qui pourrait affaiblir le mythe. À l'abri des regards, André découvre son diagnostic lors d'un séjour au Japon ou lors d'une blessure majeure en 1981 qui nécessite des examens approfondis. Les médecins sont formels, une opération pourrait ralentir le processus, prolonger sa vie. Mais la procédure est risquée et l'homme est pris dans un dilemme cruel, se battre pour survivre ou se battre pour vivre pleinement son rêve, quitte à mourir plus tôt. André choisit la route du spectacle, du ring, du public. Il refuse l'opération, craignant avant tout d'être écarté de son monde. Un autre combat s'engage dès lors, bien moins visible, celui contre la douleur. Refusant les opioïdes et les médicaments qui ont rendu dépendant tant de collègues, André se tourne vers l'alcool, sans goût pour l'ivresse, mais bien pour l'anesthésie. Il en consomme de manière méthodique, pour supporter le corps qui le trahit chaque jour davantage. Les anecdotes abondent, certains affirment qu'il boit plus de 100 bières en une nuit, d'autres parlent de 150. Son cocktail favori, un mélange de tout ce qui traîne derrière le bar, devient son rempart contre la souffrance. André ne boit pas pour faire la fête, il boit pour survivre, pour fonctionner, pour être capable de tenir debout devant les spectateurs et dans la vie quotidienne. Les témoins de cette époque, collègues catcheurs et amis rapprochés, évoquent un homme qui se transforme. La jovialité intacte laisse place à une lassitude profonde, son regard s'éteint peu à peu. Il ne se plaint jamais, mais la douleur transparaît dans la lenteur de ses mouvements, la raideur de sa posture, le discret repli sur lui-même. Partout où il va, l'image du géant invincible colle à sa peau, mais dans l'intimité, la maladie grignote tout ce qu'il construit jour après jour. Dans cette décennie, le poids du mythe se fait chaque jour un peu plus lourd. André, aimé et applaudi à travers la planète, est aussi chaque jour un peu plus seul face à son sort. Son aura grandit mais le monde qui l'entoure devient chaque année moins accessible, plus douloureux, plus étroit. Derrière la lumière du ring, la réalité est bien plus sombre, l'homme se bat non seulement contre ses adversaires, mais surtout contre son propre corps, contre l'incompréhension de la foule, contre la solitude de l'exception. Entre projecteurs et ombre, cinéma, chirurgie et déclin. Malgré une renommée mondiale sur les rings, André le géant ne se cantonne pas à la sphère du catch. Au mi-temps des années 1980, alors que son corps trahit de plus en plus son esprit et que la douleur se fait omniprésente, le destin lui offre une nouvelle vitrine, celle du cinéma. C'est Hollywood qui frappe à la porte du géant, lui proposant un rôle à la mesure de son personnage mythique, celui du doux colosse physique dans le film culte The Princess Bride, réalisé par Rob Reiner. Ce casting paraît inespéré, enfin une reconnaissance, hors du monde du sport, qui consacre sa différence autrement que par la brutalité du ring. Le personnage est construit pour lui, il n'exige ni jeu académique ni acrobatie spectaculaire, mais une présence magnétique, une bonhomie à fleur de peau, tout ce qui fait la singularité d'André. Pourtant, derrière la façade idyllique du 7e art, le tournage devient un nouveau calvaire pour ce corps déjà brisé. À l'époque où les caméras commencent à tourner, la colonne vertébrale d'André est dans un état précaire, des années de souffrance, de chute et de combat l'ont laissé proche de l'effondrement physique. Les anecdotes sur le plateau sont légion. L'acteur Cary Elwes, qui joue Wesley, se souviendra longtemps de la scène où André, censé attraper sa partenaire Robin Wright, doit être soulevé avec des câbles tant son dos le contraint. Le géant ne peut pas se baisser, ni déplacer son poids avec souplesse. Des harnais et des dispositifs mécaniques sont nécessaires pour simuler l'agilité, et, dans les scènes censées être épiques, la magie du cinéma voile la douleur constante et les limites notamment invisibles du colosse. Mais là encore, André masque sa souffrance derrière la jovialité.
En coulisses, il est affable, drôle, charmant, il plaisante avec l'équipe, boit de grands verres pour calmer la douleur. L'équipe de production, peu à peu, découvre la réalité de sa consommation, l'alcool, loin de n'être que festif, est crucial pour le permettre de survivre au rythme du tournage. Mandy Patinkin, Robin Wright, Cary Elwes rapportent des chiffres qui paraissent invraisemblables, 100 de bières par nuit, des pichets d'alcool mélangés pour un effet anesthésiant. Pour André, l'alcool est la seule alternative qu'il accepte aux médicaments, refusant de tomber dans la dépendance aux antidouleurs qui ont déjà broyé tant de ses collègues du ring. À la fin du tournage, la situation devient critique. André se résigne, il accepte l'idée d'une intervention chirurgicale majeure en Angleterre, la première du genre sur une telle carrure. Les chirurgiens sont obligés de fabriquer des outils sur mesure pour opérer ce dos géant, l'anesthésiste hésite sur les dosages, redoutant que les seuils ordinaires ne soient pas adaptés. Selon la légende, il faudrait 2 litres de vodka pour juste ressentir l'effet de l'éther chez André. L'opération est risquée, complexe, mais indispensable. Sa colonne est au bord du gouffre, et sans cet acte radical, il sait que son sort est scellé à brève échéance. En coulisses, la WWE, désormais la principale organisation de catch, surveille la convalescence de son champion avec un intérêt particulier. Vince McMahon, désormais à la tête de l'empire du catch, propose de financer l'opération, met même à disposition une maison pour qu'André puisse s'y rétablir. Mais ce geste, loin d'être désintéressé, obéit à une logique commerciale. WrestleMania 3 approche à grands pas, et McMahon ne peut se permettre de perdre son plus grand atout. La santé d'André est ainsi au centre de la stratégie, il lui faut revenir suffisamment vite pour maintenir le suspense, l'attente, le mythe. Le temps de la rééducation est court. André n'a pas totalement récupéré, mais la pression du spectacle reste intense. WrestleMania 3, en 1987, s'annonce comme l'événement du siècle, 93 000 spectateurs sont attendus au Pontiac Silverdome. Le combat principal ? André versus Hulk Hogan, l'affiche qui fait saliver les fans. Mais dans l'ombre des préparatifs, tout est minutieusement orchestré non pas pour offrir la meilleure performance possible, mais pour masquer les attaques de la maladie sur le corps du géant. On chorégraphie chaque mouvement afin de ménager André, d'éviter les blessures, de compenser sa lenteur. Même Hulk Hogan, son adversaire, ignore jusqu'au dernier moment si André le laissera triompher. La tension est palpable, mais l'instant du choc devient historique. Hogan soulève le géant, le projette dans le ring, offrant aux caméras et au public le plus grand moment de catch du XXe siècle. Nul ne sait pourtant que ce geste, fêté dans le monde entier, est l'un des derniers sursauts de la carrière d'André. Derrière l'exploit, l'agonie plane déjà. Le combat a entamé ce qui reste de force dans le corps du géant. Après WrestleMania, André continue d'apparaître dans les shows et les tournois, mais sa chute devient impossible à ignorer. Les douleurs s'intensifient, les articulations sont en ruine, la colonne vertébrale réclame chaque jour une nouvelle dose de souffrance, ses mouvements se ralentissent, ses postures deviennent précaires. Sur le ring, il s'appuie désormais sur les cordes pour tenir debout, en coulisses, il a besoin d'aide pour lasser ses bottes ou simplement marcher. Des matchs en équipe sont organisés en guise de compromis, il laisse ses partenaires prendre le relais, se repose entre 2 interventions, et se contente de ne plus être qu'une présence symbolique, une attraction plus qu'un combattant. Lentement, André s'éloigne des projecteurs, conscient que le spectacle ne pourra plus masquer le déclin. Il accepte des apparitions ponctuelles, notamment dans des batailles royales ou aux abords du ring, soutenant d'autres catcheurs sans participer directement à l'action. Sa voix, jadis puissante et charismatique, devient rauque et basse. Son rire se fait rare, son énergie décline, la route devient une prison, chaque déplacement entre ville et hôtel est une épreuve, chaque nuit sur des lits inadéquats est source de douleurs supplémentaires. André sait, plus que quiconque, que le compte à rebours est lancé. Il se bat non pour la gloire, mais pour survivre dans un monde qui continue de vendre son nom et d'exploiter son image, tandis que son propre corps le trahit. Il travaille parce qu'il n'existe aucune sécurité, aucune pension dans le catch, il doit continuer d'apparaître pour subsister, alors même que tout en lui crie au ralentissement, à l'arrêt, à la paix enfin trouvée. Son dernier combat officiel a lieu le 4 décembre 1992 au Japon. Ce barou d'honneur, loin des fasts américains, n'a rien d'épique, il lutte en équipe avec son vieil ami Giant Baba dans un match discret. Mais pour André, c'est une forme de retour aux sources. Le Japon fut l'un des premiers à accueillir le géant comme un homme, pas seulement comme une curiosité. Ce combat sonne le glas, en finissant dans une ambiance plus intime, loin des artifices et du tumulte, il redevient, un instant, André René Roussimoff, l'homme derrière la légende. Quelques semaines plus tard,
un autre drame frappe, la mort de son père. André rentre en France pour la cérémonie funéraire, pour accompagner sa mère dans le deuil. Mais à ce moment précis, tout change. Pour la première fois depuis des années, il n'est ni une star, ni une attraction, ni même un mythe. Il est fils, membre endeuillé d'une famille simplement humain, dépossédé du masque du géant. L'anniversaire de sa mère approchant, il prolonge son séjour en France. Alors qu'il aurait pu repartir aux États-Unis, il choisit plutôt la pause, la douceur du foyer, le retour à la simplicité d'une vie sans caméra, sans affiches, sans chiffres. Cet instant, rare mais précieux, lui offre une forme de répit, une occasion de renouer avec ses propres racines après tant d'années de fuite en avant, de combats et de souffrances, c'est la trêve, enfin. Mais le géant est à bout. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1993, alors qu'il séjourne dans un hôtel parisien, il ne descend pas le lendemain matin. Son chauffeur attend, le personnel de l'établissement s'inquiète, frappe à la porte. On le découvre inerte, allongé dans son lit, paisible. André vient de s'éteindre, seul, loin des arènes et des tumultes du monde. La cause officielle, une insuffisance cardiaque congestive son cœur, épuisé après des décennies à pomper le sang dans un corps prodigieux, a fini par céder. Il avait 46 ans. La nouvelle se répand, les médias s'emparent de l'histoire, quelques hommages sont rendus, mais la solitude de sa disparition frappe les esprits. Pas d'adieu grandiose, pas de spectacle géant, seulement l'intimité, le silence, la vérité cachée d'une mort sans public, loin de la gloire et du faste. Même à sa mort, André impose des défis logistiques. Les crématoriums français ne peuvent accueillir un homme de sa taille, ses cendres sont rapatriées aux États-Unis, pesant près de 8 kilos. Un ami les accompagne jusqu'à son ranch isolé en Caroline du Nord, où, selon ses souhaits, elles seront dispersées à cheval, dans l'anonymat. Les funérailles sont sobres, réservées à quelques proches. Hulk Hogan prononce l'éloge, des figures du catch et quelques membres de la famille assistent cérémonieusement. En France, la famille organise une autre cérémonie plus intimiste. Mais le mythe, cette fois, laisse place à l'homme, pas de feu d'artifice, pas de spotlight, juste le souvenir de celui qui se cachait derrière le colosse. L'héritage d'un géant, une fille, un nom et le poids de la mémoire. La disparition d'André le géant laisse un vide colossal, non seulement sur les rings et dans les arènes, mais aussi dans l'histoire des icônes du XX siècle. Car derrière la lumière crue de la célébrité, derrière l'exubérance du catch ou la magie du cinéma, subsiste une question plus intime, plus douloureuse, qu'a-t-il vraiment laissé ? Quelle trace, quelle empreinte subsiste d'André-René Roussimoff, hormis le souvenir du géant invincible ? Contrairement à bien des légendes du sport ou du spectacle, André ne laisse ni dynastie, ni héritier sur les rings, ni testament dans la grande famille du catch. Mais il laisse une héritière, discrète, énigmatique, une fille, Robin Christensen Roussimoff, dont la propre histoire illustre la complexité du destin d'un homme trop grand pour le monde, et trop absent pour sa propre famille. Robin naît en 1979 en France, dans une période de tourbillon pour André, il est déjà une star planétaire, sa vie est consacrée au circuit international du catch, aux tournées incessantes, aux hôtels, aux avions, aux combats. Sa mère, Jean Christensen, travaille dans la communication autour du catch. Leur relation, jamais officialisée par un mariage, se forme et se défait dans la marge des vies de spectacle, dans l'ombre des projecteurs. Dès la petite enfance de Robin, la distance s'installe. André, absorbé par la route, vit pratiquement aux États-Unis, tandis que Robin grandit avec sa mère, d'abord en France puis en Amérique du Nord. Au-delà du mythe, l'homme. L'histoire d'André le géant ne se termine pas dans la lumière, mais dans le silence. Elle est faite, non seulement de records, d'exploits spectaculaires ou d'images inoubliables, mais aussi d'une humanité profonde et d'une éternelle lutte, celle d'un homme contre son propre corps, contre les représentations publiques, contre l'oubli et le malentendu. Si sa légende s'est construite sur la force brute et l'imposante silhouette qui dominait les arènes, elle s'est aussi, peut-être surtout, façonnée dans l'intimité de la souffrance, dans la quête impossible d'un espace où il aurait pu simplement être André, l'homme, le fils, le père. Raconter la vie d'André Roussimoff, c'est reconnaître la puissance troublante du mythe, mais c'est aussi dévoiler les failles, les chagrins, les heures sans gloire. Derrière chaque victoire, chaque soulevé de Hulk Hogan, chaque sourire devant la caméra, il y avait la fatigue, le poids écrasant d'une maladie rare, l'angoisse de ne jamais trouver une chaise adaptée, un lit reposant, une place ordinaire. Son parcours nous rappelle à quel point l'extraordinaire peut devenir prison, et que l'héroïsme de la résilience reste souvent invisible derrière le spectacle. Dans les dernières années,
Lorsque le monde le croyait encore immortel, André vivait en fait ses heures les plus humaines, celles de la solitude, du repli, du retour aux sources et du dernier adieu à une famille aimante. Il n'est pas mort en légende, il est mort comme tant d'autres hommes, loin du tumulte, entouré par la mémoire silencieuse de ses proches et le souvenir d'une enfance qui lui avait déjà tout imposé. Son héritage, géré aujourd'hui par sa fille Robin, continue de germer bien au-delà des rings. L'image d'André reste une source d'inspiration, un modèle de grandeur, mais aussi un avertissement, celui de l'immense solitude qui accompagne parfois la gloire. Robin le rappelle, chaque figurine, chaque hommage, chaque image projetée dans le monde du catch ou du cinéma, entre dans une histoire familiale lourde, complexe, pleine d'ambivalence. Finalement, ce que laisse André le géant, ce n'est pas seulement la trace d'un combattant hors norme, ni d'une icône mondiale. C'est celle d'un homme qui aura tout donné jusqu'à la fin, au détriment de sa propre paix, pour offrir au monde du rêve, du spectacle, du dépassement. Et qui, en retour, aura cherché, jusqu'à son dernier souffle, la douceur introuvable de la vie ordinaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image d'André le géant, rappelez-vous que le véritable exploit n'était pas sa taille ou sa force, mais sa capacité à résister, à aimer malgré la distance, à donner sans jamais demander, à avancer dans la douleur sans jamais se plaindre. Derrière le mythe, il y avait un homme que nous avons parfois oublié de comprendre. Et vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son histoire? Sa force, ses combats, ses regrets, ou cette immense solitude? Dites-le nous en commentaire et partagez cette vidéo pour que l'histoire d'André le géant, dans toute sa beauté et sa complexité, continue de toucher les générations futures. Si vous souhaitez en savoir plus sur les vérités cachées des légendes du catch, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de activer la cloche. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur du géant et merci d'aider à faire vivre, au-delà du champion, la mémoire de l'homme.